Salut, bienvenue à toutes et à tous dans le deuxième volet de Satellite. Satellite est un podcast dont le but est de converser autour d'une problématique culturelle, politique ou sociale avec divers intervenantes et intervenants. Aujourd'hui, il est question de transidentité et de transphobie, sujet qui ne devrait pas en être un et qui pourtant est épineux. La plupart du temps, il est maltraité et mal compris car il remet en question toutes nos croyances. Tout ce qu'on nous a inculqué depuis l'enfance et qu'on inculque depuis la nuit des temps. Une fillette c'est une zézette, un garçon c'est un zizi. Eh bien non, tout ceci n'est que construction sociale. Le corps n'est qu'une enveloppe et ne définit en rien notre identité. C'est cela qu'être une personne trans, c'est d'être d'un genre différent que celui qu'on nous a assigné à la naissance. Oui, être, car ces personnes n'ont pas choisi, ces personnes sont, et tous les jours, elles subissent des discriminations liées à leur identité. Qui voudrait subir harcèlement, violence, négation de son identité, et cela quotidiennement par choix? La réponse, vous l'avez, personne. Alors attention, respirez un bon coup, accrochez-vous bien, je vais vous le dire. Oui, nous sommes tous et toutes transphobes. La société dans laquelle nous évoluons nous formate, et nous pouvons donc toutes et tous être oppresseurs à nos dépens. Peut-être pour une fois devrions-nous écouter la voix des personnes concernées. C'est ce que nous allons faire dans ce deuxième volet de Satellite. Autour de la table, deux invités. Alors, Pomme tout d'abord, 24 ans, dramaturge, metteuse en scène et comédienne à l'initiative du projet Pirate, une compagnie de théâtre en non-mixité trans. Et enfin Sohan, 20 ans, comédien et membre de la troupe Pirate. On a pu notamment le voir dans une vidéo du magazine Têtu pour parler de transphobie sur les applis de rencontres et dans une autre de l'éducation nationale pour aborder la transphobie à l'école. Et aujourd'hui, c'est moi, Juliette Soudarin, qui présente l'émission. Alors déjà, bonjour à toutes et à toutes. Bonjour. Est-ce que cette intro vous allait ou il y avait des choses à revoir? J'ai pas pris note. Enfin, que la transidentité c'est pas un sujet, c'est comme si je pense qu'il y a plein de choses où on serait choqué de dire que c'est un sujet parce qu'on se dirait qu'il y a un côté un peu voyeuriste ou de réduire ça à un objet d'étude. Nous, on n'est pas venu tant parler de transidentité parce qu'en fait, il n'y a pas à l'expliquer. L'expliquer, c'est plus justement tomber dans le piège de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire d'être des pédagogues éternels de nos vies et des experts de nos vécus. On est venu surtout parler de nos expériences et on est venu parler notamment d'art, de représentation. Le souci que j'aurais avec le fait de présenter ça comme un sujet et de parler de transidentité, c'est qu'effectivement ça déplace nos vécus comme étant juste en fait une idée et un objet d'intérêt plutôt que de parler vraiment des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, on n'a pas à expliquer des causes ou des raisons, enfin, à expliquer ça comme un concept parce qu'en fait, c'est simplement notre vécu, c'est simplement le fait que socialement, politiquement, on est assigné comme trans parce qu'on a, comme tu l'as dit, à un moment décidé enfin pas forcément décidé d'ailleurs, mais nos expériences sont sorties de l'assignation qu'on avait à la naissance et donc on entame ce qu'on appelle une transition sociale et c'est ça qui fait que finalement socialement et politiquement on est trans, mais après chercher des causes et chercher à l'expliquer, c'est finalement tomber dans le piège d'essayer de trouver des raisons, et c'est un peu tout ce qui a été fait, ne serait-ce que médicalement, ce qui a été fait d'essayer d'un peu de soigner le problème. C'est ça, on revient en arrière en fait. Voilà, donc il n'y a pas de raison à voir, et ce qu'il faut voir plutôt c'est le cadre. À la limite, moi ce que j'aimerais qu'il puisse se passer un jour, c'est qu'il y ait une émission sur la cis-identité, c'est-à-dire comment finalement on construit aussi, dans ce cas-là, prenons plutôt nos expériences pour parler du genre en général, de comment ça se construit, que de vraiment essayer d'expliquer la transidentité qui en fait dépolitise totalement le sujet. Moi je voulais revenir sur un mot que j'ai cité dans l'introduction, c'est le mot de choix, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de choix, et on a notamment pu l'entendre dans la bouche du comédien Océan, dont la transition a été assez... il a choisi justement de médiatiser sa transition et d'en faire un documentaire qui peut être critiquable et critiqué, et je pense qu'on va le faire. Mais justement, pourquoi on emploie ce mot-là alors qu'en fait,
intrinsèquement, on est la personne qu'on est. Je pense que ça sert à rien de critiquer le fait que lui utilise ce terme pour parler de sa transition, parce que c'est quand même une expérience qui est unique pour chaque personne, et on peut pas regrouper toutes les transidentités en une chose c'est pas un choix. Même si effectivement politiquement c'est pas très intéressant de parler de choix, mais le fait que lui exprime ça comme ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est le fait que du coup dans les oreilles des personnes cis, ça risque de devenir du coup la transidentité est un choix, et je pense que le problème est plus là que dans le fait que lui personnellement l'utilise pour parler de lui, quoi. C'est ça pourrait devenir dans l'esprit, je pense c'est pour beaucoup de personnes, c'est une lubie, c'est une envie, aujourd'hui je fais ça alors que Moi j'ai pas envie non plus de forcément bâcher Océan. On a forcément nos désaccords sur la manière dont on a envie de fonctionner artistiquement, politiquement, mais j'en ai jamais parlé avec lui, donc je vais pas en parler là maintenant. En fait, je trouve que c'est dur de répondre parce qu'effectivement, moi, il me semble que c'est compliqué dans tous les cas, dans notre société, de parler de choix pour beaucoup de choses qui existent. Si on va vraiment au fond du problème, est-ce que c'est un choix aussi de se satisfaire de son assignation de naissance, donc d'être une personne cis? On pourrait dire que oui, c'est un choix aussi, parce que des fois c'est des choix de confort, de dire en fait j'ai grandi comme ça, du coup je m'identifie à ça. Je trouve que c'est une question compliquée de toute façon d'essayer de trancher qu'est-ce qui est un choix, qu'est-ce qui l'est pas, parce qu'il y a des gens aussi qui transitionnent sur des postures très volontaires. Il faut aussi éviter l'écueil du discours on est né de cette façon-là, un truc très essentialiste, parce que finalement en fait tout le monde on construit la manière dont on se déplace dans cet environnement social, et finalement transitionner c'est aussi le moment où et chacun l'exprime pas de la même manière. Il y en a qui disent qu'ils l'ont ressenti depuis très longtemps, d'autres non, mais c'est un moment, c'est trouver aussi comment tu te crées une position plus confortable vis-à-vis de ton expérience du genre socialement. Et c'est la même chose que pour des personnes cis. C'est toujours des questions qui sont liées au genre, au sexisme, au patriarcat, qui font que de toute façon avoir le choix ou pas, c'est pas tant une question. De toute façon, dans un système genré, patriarcal, binaire, c'est impossible de vraiment avoir le choix de l'expérience de genre qu'on fait. En fait, on finit par effectivement peut-être faire des choix à certaines échelles, mais dans tous les cas, c'est pas tant intéressant encore une fois de chercher les causes de tout ça. C'est de voir surtout comment à la fin ça nous positionne socialement et d'où ça vient toutes ces espèces de contraintes et d'injonctions qu'on a en fait sur tous ces plans-là. Puis aussi, je trouve que parfois le fait de dire on ne choisit pas, on est, c'est un peu une façon comme si on devait excuser notre transidentité. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que même si c'était un choix, en fait, on n'aurait pas à s'excuser d'être trans et juste on est trans et c'est comme ça, on s'en fout, quoi. Ouais. Je me permets pour les auditeurs et de l'alter ego, une personne cis, c'est une personne qui... Une personne, du coup, à l'inverse des personnes trans, qui se reconnaît dans son genre assigné à la naissance. D'accord, voilà, tout simplement. Il y a aussi l'emploi très violent, et on l'entend parfois dans les médias ou dans la bouche de personnes... Enfin, je pense que vous ne voulez pas vraiment l'entendre, mais Si, c'est possible de l'entendre. Ce que je trouve assez... j'imagine que ça doit être assez violent quand on entend une personne lambda, et en plus qui discute de votre identité, dans le mot transsexuel. Moi, en fait, le topo sur ce mot-là, en fait, transsexuel, du coup, c'est un mot qui vient de la psychiatrie. C'est le terme psychiatrique qui a été donné de transsexualisme. C'est un mot qui est apparu, je pense, dans les années 50 ou 60 pour décrire le fait que, donc, selon les psychiatres, il y avait des gens qui avaient un problème mental qui du coup ne vivaient pas dans le genre qu'on leur avait assigné. En tout cas, je ne sais plus ce que c'était exactement les termes, mais voilà, qui s'imaginent être de l'autre sexe que le leur. C'était ça les termes psychiatriques. Donc effectivement, ça renvoie à ça qui est une violence. Moi, c'est pas un terme que j'emploie pour me désigner. Néanmoins, il faut aussi voir que ça peut être aussi employé par des personnes trans, parce que dans ce terme-là, c'est aussi une manière de se réapproprier le stigmate, parce qu'en fait, le premier stigmate, finalement, c'est d'être transsexuel. Donc c'est comme si
le terme PD ou Gwyn, ça peut être un terme aussi violent, mais ça peut être utilisé aussi de manière politique pour justement dire en fait c'est l'étiquette qu'on m'a collée. Et du coup, je l'utilise aussi pour dire qu'en fait, c'est mon vécu, c'est le vécu de tous les jours, c'est l'oppression qu'on me fait subir, en fait. Comme sur tous les sujets, enfin, je veux dire, sur toutes les questions d'oppression systémique et de lutte sociale, il y a ce processus de réappropriation du stigmate, que ce soit aussi pour la question des travailleuses du sexe, où le terme pute, il va être employé dans un objectif d'empowerment, enfin sur toutes les questions, il y a forcément ce truc où, donc c'est assez ambivalent de dire que c'est un terme violent, c'est un terme violent parce qu'effectivement il est lié à toute cette histoire, mais il faut aussi faire attention à pas forcément décrédibiliser la parole de chaque personne qui utilise ce mot, parce que des fois ça a du sens aussi de l'utiliser. Il y a une autrice, c'est juste pour la citer, Julia Serrano par exemple, qui a écrit le manifeste du femme trans. Et elle parle de personnes cissexuelles, de personnes transsexuelles, et c'est dans des buts politiques bien précis. Je pense que ça peut être un terme violent quand même quand il est employé du coup dans la bouche des personnes cis, mais qu'effectivement il ne faut pas bâcher les personnes trans qui l'utilisent pour se définir elles-mêmes, parce que chaque identité est unique et chaque transidentité, chaque parcours est unique, donc je pense qu'on n'a pas non plus à stigmatiser les personnes trans qui l'utilisent. De toute façon, on est dans un monde où la déconstruction ne se fait pas facilement, donc on ne peut pas blâmer les... Enfin, voilà, la déconstruction est constante. Et mais je pense qu'une personne trans qui utilise ce terme, c'est pas forcément un manque de déconstruction. Des fois, il y a des objectifs vraiment très clairs aussi derrière, quoi. Oui, je suis d'accord. Et justement, au moment où vous êtes posé dans vos vies ces questions-là liées au genre, etc., où vous êtes allé chercher l'information, enfin, vous êtes renseigné sur ce que vous ressentiez parce que effectivement dans les médias c'est très mal couvert, et à part connaître des auteurs et des autrices, ça devait être assez complexe de se renseigner et de mettre un mot sur ce qu'on ressentait. Je pense que moi j'avais cherché des informations sur internet que j'ai pas trouvées à l'époque. Je pense que ça sert à rien de parler du manque qu'il y avait, enfin on sait il y avait rien, enfin clairement sur internet, si on n'a pas les bons termes, si on n'a pas nous-mêmes déjà l'éducation, c'est impossible de trouver des informations pertinentes, en tout cas en 2012. Mais du coup moi ce qui m'a manqué à cette époque-là, c'était d'en avoir juste entendu parler, enfin d'avoir entendu parler de ce sujet plutôt dans l'enfance, dans le début d'adolescence et tout, et d'avoir des informations claires, et que ce soit pas, enfin d'enlever en fait ce tabou qu'il y a. En fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que ça existe mais que pourtant on n'en parle pas. Et on arrive du coup à être très isolé quand on se rend compte de sa transidentité à soi et qu'on cherche à trouver des infos, machin. On peut pas... Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas eu accès à ça. Et je pense que c'est un manque d'éducation de base, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas trop envie forcément de parler de comment j'en suis venu à comprendre, etc. Mais ce que je vois, c'est que je pense que la première interface qu'on a souvent, c'est Internet, effectivement, c'est ce que disait Sohan. Et... en fait, dès les débuts d'Internet aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de forums qui se sont créés, mais sur ces forums, c'est pas forcément non plus les informations tout le temps pertinentes qui sont diffusées, parce qu'il faut voir qu'en fait, même en tant que personne trans soi-même, on peut très bien, si on a vécu tout son parcours au sein, par exemple, d'équipes médicales officielles, on peut très bien juste rabâcher les discours qu'on a entendus aussi tout le temps et faire circuler des informations qui finalement vont être plus dangereuses pour les gens qu'autre chose. Mais Internet, il y a aussi, et ça c'est des sites qui sont difficiles à trouver aussi, mais une fois qu'on les a trouvés, ça peut être utile. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était des blogs au début. Je sais que par exemple, il y avait un blog qui s'appelait, parce que c'est un blog qui est en inactivité maintenant, Nègre Inverti, donc d'un mec trans noir qui s'appelle Joao, qui maintenant a un nouveau blog qui s'appelle le blog de Joao. Il traite plus de questions de panafricanisme, etc. Mais à l'époque, moi, c'était une des premières ressources que j'ai eues sur le genre, parce que lui, il parlait aussi de sa transition, etc. Et il y a aussi des sites, je sais que, par exemple, beaucoup d'associations essayent de fournir du matériel, des maquettes sur Internet, que ce soit pour la famille, pour les personnes, pour informer sur comment ça se passe, un parcours de transition, comment ça s'accomplit.
dans les pionniers, avant moi j'habitais à Strasbourg et je connaissais donc il y a un collectif là-bas qui s'appelle Support Transgenre Strasbourg et ça a été les premières quasiment un peu justement aussi à se dire on peut pas simplement laisser l'information sur internet simplement circuler sur les forums mais avec peut-être des informations imprécises et du coup qu'on crée un blog, un site qui est très complet, qui a plein d'infos sur ce que ça implique la prise d'hormones, ce que ça implique aussi socialement, ce que ça implique politiquement, avec des textes politiques aussi qui sont dessus, mais beaucoup d'informations pratiques aussi d'abord, et qu'on était un peu dans les pionnières de l'internet trans entre guillemets. Mais il y a de plus en plus d'acteurs comme ça qui investissent. Moi je sais aussi que Sophie Labelle, qui est une BDiste québécoise, qui a beaucoup de BD, enfin qui écrit la BD à Signé Garçon, et donc ça c'est très visible sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est une manière d'accompagner. Il y a Outrance qui fait aussi plein de maquettes. Et moi, ce qui m'a pas mal aidé, effectivement, c'est que avant de vraiment transitionner, j'ai eu la chance de faire un échange au Québec et d'avoir des cours d'études de genre et d'études féministes avec une professeure qui s'appelait Naïma Amrouni. Et on a, en fait, finalement, il y a aussi ce truc-là où tu parlais de déconstruction tout à l'heure. La déconstruction, c'est un terme sociologique d'abord, c'est-à-dire que moi, ça s'est passé aussi par déconstruire toutes ces notions de sexe, de genre, de qu'est-ce qui était inné, qu'est-ce qui était construit. Et ça s'est fait aussi beaucoup en lisant, et pas forcément des auteurs et autrices trans, mais du coup beaucoup d'autrices féministes. J'en ai noté quelques-unes, Nancy Fraser, Monique Wittig. Tout à l'heure, on parlait de Judith Butler. Il y aurait des choses à redire sur Judith Butler, mais malgré tout, c'était aussi une manière de voir qu'en fait... comment dire, ça vient aussi reprogrammer un peu la manière dont tu es programmé dans ce que tu penses au niveau de la construction de l'identité. Et tout cet aspect théorique, je pense, c'est de reposer des mots et de reposer des mots sur les vécus, sur la manière dont on vit socialement, c'est hyper important. C'est beaucoup d'autrices comme ça. Moi, il y a aussi beaucoup de contacts avec plein de copines qui étaient militantes décoloniales ou afroféministes, où c'était du coup se rendre compte aussi que justement, parce que finalement dans le féminisme qui est le plus enseigné généralement, il y a des trucs très essentialisants et très... où finalement il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et c'est resté à un discours féministe finalement mainstream et universaliste de femmes privilégiées et blanches, cisgenres, bourgeoises, etc. Qui fait que du coup, même ça, quand tu t'intéresses au féminisme et que finalement tu te dis mais quelle place il y a pour moi, et que tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas un discours unique. Il y a des rencontres comme ça. Hanan Karimi, qui est une militante féministe et qui est aussi musulmane, et qui m'a des notions comme l'intersectionnalité, en fait, de se rendre compte que la manière dont on aborde ces questions-là de genre généralement sont en fait un point de vue, mais qu'il y a d'autres voix qui s'expriment là-dessus. Et moi, c'est passé par là aussi d'un coup la théorie. S'il y a une citation, pareil, donc c'est une autrice afroféministe qui s'appelle Bell Hooks, mais la citation, j'ai pas réussi à la retrouver, qui dit aussi que pour elle, la théorie, ça l'a amenée à finalement s'accepter elle-même et à se rendre compte à prendre conscience de toutes les couches sociales qui viennent nous construire des images particulières de nous-mêmes. Et moi, c'est beaucoup passé par là aussi, par la lecture et par un peu modifier les concepts ou en découvrir des nouveaux. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est la notion d'intersectionnalité ? Oui. L'intersectionnalité, c'est en fait c'est Kimberly Crenshaw, c'est une féministe noire des États-Unis qui a créé ce terme. Donc à la base, c'est surtout en fait un terme afro-féministe. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de se le réapproprier pour d'autres choses, mais néanmoins ça vient souligner le fait que t'es jamais seulement une femme ou t'es jamais seulement noire. Ton vécu social vient toujours à l'intersection de ces deux oppressions-là, et les deux en fait viennent se jouer mutuellement. Les deux sont forcément intrinsèquement liés dans ce que tu vis socialement.
Et du coup, ça vient aussi soulever le fait que c'est toujours ces 3 termes qu'on retrouve souvent, race, classe, genre, que toutes ces oppressions-là, en fait, viennent se mêler et forcément créer des vécus particuliers. Et le but de cette notion d'intersectionnalité, pardon, j'arrive à le dire, c'est aussi de décentrer le point de vue, parce qu'elle a mis au point ce concept-là, cette notion, parce que le mouvement féministe, en fait, ne représentait pas les femmes noires, et en fait s'appuie sur un point de vue. Là où c'est important, l'apport de ce terme-là, c'est que justement ça vient décentrer, pour dire qu'en fait on peut jamais parler du vécu de femmes comme d'un vécu limpide et universel et général et identique pour tout le monde, parce qu'il y a forcément des choses qui viennent s'y ajouter. Et justement, il y a beaucoup de personnes, en parlant d'études universitaires, etc., qui pensent que l'intersectionnalité, c'est une théorie, vraiment, et que ce n'est pas du tout un angle d'études, et que du coup, toutes les études féministes, ce n'est que théorie, et que ce n'est pas du tout fondé. Mais je trouve ça bien aussi qu'on parle justement un peu d'intersectionnalité et tout, parce qu'il faut, à mon avis, si on veut vraiment comprendre nos vécus et les enjeux politiques qui sont liés à ça, c'est hyper important aussi de faire le lien avec les théories féministes et avec la lutte féministe, parce qu'en fait tous ces sujets-là sont profondément liés à la question du patriarcat, à la question du féminisme, et sont profondément liés à la question de libération des femmes aussi de manière générale. C'est-à-dire que traiter la question trans, peut-être pas forcément la meilleure manière de le dire, mais de manière aussi détachée de tout ça et de tous ces concepts qui viennent déjà, parce qu'en fait tous ces trucs-là, tout ce travail-là universitaire, militant, de déconstruction de la notion de genre, il est fait depuis des années, mais on est tellement à la traîne dans la manière dont c'est traité politiquement, médiatiquement, etc., que c'est des choses qui sont pas du tout dites, c'est des travaux qui sont pas du tout mis en avant, alors que ça fait très longtemps qu'on n'explique plus le genre comme dans les années 50, 60, quoi. Et alors justement, il y a une notion qui est liée à la transition, on appelle ça le cispassing. Est-ce que Soane, tu pourrais nous l'expliquer ? Le cispassing, oui. C'est le fait de... Attends, j'ai peur de dire un terme problématique. Prends ton temps. C'est le fait de passer pour une personne cis de notre genre ressenti. Ressenti, ouais, de notre genre, quoi. Et c'est souvent une pression mise sur les personnes trans de cispasser et de... Enfin, souvent, on nous demande implicitement, en fait, de ressembler à des personnes cis si on veut être respecté dans notre identité. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans mon parcours et tout, il faut absolument cispasser, justement. Sinon, t'as pas de crédibilité dans ton genre, on va plus respecter ton identité, on va te mégenrer, on va pas forcément accepter ce que tu demandes. Et j'ai ressenti ça aussi en transitionnant, en me rendant compte qu'en fait, j'avais beau avoir dit que j'étais un homme depuis des années, on a commencé à me respecter, à me genrer correctement quand j'ai transitionné et quand justement j'ai cispassé. Donc c'est un terme qui pose problème aussi, en fait, parce qu'on ne devrait pas avoir à se jauger sur cette échelle-là de cispassing. Et justement, tu me disais que en fait, tes modèles, c'était pas vraiment des hommes cis et que tu les aimes pas du tout. Et qu'en fait, pour te faire respecter... Je les hais. Et qu'en fait, pour te faire respecter, tu dois ressembler à ce modèle-là. Et il y a... Enfin, je vais pas dire c'est paradoxal parce que c'est... Mais ça doit être moi, c'est quelque chose que j'ai accepté pour vivre tranquillement, on va dire, il faut que je cispasse, donc je cispasse. Mais c'est vrai que c'est pas un but en soi, et il y a plein de personnes trans aussi qui sont détachées de ça. C'est que, le projet d'une personne trans, c'est pas être cis ou c'est pas ressembler à une personne cis, il faut aussi se détacher de ça. Par contre, effectivement, moi, je me sens plus tranquille quand je cispasse. Et c'est aussi une question de ça, de sécurité, est-ce que j'ai envie d'être tranquille dans la rue, est-ce que j'ai envie d'être tranquille dans les vestiaires, plein de trucs comme ça, quoi. Et en fait, c'est ça, en fait, ça nous ramène toujours à l'idée que le corps fait notre identité, en quelque sorte. Ce qu'on renvoie corporellement aux gens va leur permettre de nous identifier, de coller une étiquette sur nous. C'est juste que ça va leur permettre de présumer quelque chose à notre propos. Puis ce qu'on renvoie corporellement est construit aussi, parce qu'en fait, on a
la manière dont on genre les gens, c'est basé en fait prioritairement sur les caractéristiques sexuelles secondaires qu'on peut voir, c'est-à-dire est-ce que cette personne a des seins, est-ce que cette personne a une voix aiguë, est-ce que cette personne a une voix grave, est-ce que cette personne a des poils, n'en a pas, est-ce que cette personne a une mâchoire carrée ou n'a pas une mâchoire carrée, et tout ça c'est des choses qu'on a construit aussi. Et donc au final dans la notion de passing, en fait, parce qu'il faut savoir que le passing, c'est une notion qui est utilisée, enfin, c'est pareil, c'est une notion sociologique à la base, c'est pas utilisé que pour les questions trans, c'est de manière générale, c'est justement passer inaperçu dans les normes majoritaires, quoi. Du côté dominant, quoi, en fait. Et forcément, ces normes dominantes, elles ont été inscrites aussi, donc effectivement, c'est basé sur le fait, enfin, c'est ce qu'on a dit, quoi, les caractéristiques sexuelles secondaires, des trucs biologiques. Et du coup, c'est aussi pour ça, enfin, c'est aussi pour ça que c'est toujours délicat de savoir est-ce qu'il y a un choix ou pas, parce que finalement, si tu prends je veux dire, tu peux très bien commencer ta transition sociale en n'ayant pas forcément envie de prendre des hormones, par exemple, mais au bout d'un moment, quand on te met genre H24, donc t'as forcément aussi la question de qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer comme image. Donc cette question de passing-là, c'est aussi une question de violence et d'injonction à comment tu te présentes socialement. Sachant que derrière, il y a aussi la pression de oui, mais tu vois, tu cherches complètement à correspondre aux normes, donc finalement, tu as un cliché ambulant, tu cherches absolument à te conformer à l'image, quand derrière, en fait, c'est aussi des questions de survie, c'est-à-dire que si tu veux avoir un taf, si tu veux avoir un logement, si tu veux passer inaperçu, en fait, tout simplement, et ben, au bout d'un moment, t'as pas forcément le choix. Tu peux aussi choisir de pas le faire, mais si tu choisis de pas le faire, ben, on va te le renvoyer à la gueule aussi. Donc, dans tous les cas, t'es forcément perdant. C'est-à-dire que cette question de passing-là, c'est une pression de ouf qui fait que dans tous les cas tu perds, voilà. Ouais, il faut rassurer la société pour pas c'est vraiment rassurer les dominants pour ouais, faut rassurer les dominants, et puis si tu les rassures trop, ben voilà, t'es juste un petit jouet qui n'a pas été capable de faire ses choix, donc enfin ou qui cherche juste à leur ressembler, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait c'est hyper compliqué. Puis de toute façon, cette question du passing-là, elle est toujours conditionnelle. C'est-à-dire que si se passe dans la vie de tous les jours, que tout le monde te prend pour quelqu'un de cis, mais que, je sais pas, tu as envie de parler de ta vie, de parler de ton histoire, de parler de ce que tu as traversé, bah, c'est aussi un blocage. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas le faire, tu détruis la construction que la personne a l'image que la personne a de... Cette condition-là que tu as posée. Si tu veux... puis du coup tu peux très bien s'y se passer, mais si je sais pas, t'as envie d'entamer une relation intime avec quelqu'un, et ben derrière t'as aussi cette violence de qu'est-ce que tu dévoiles à la personne. Mettons que t'es pas forcément les organes génitaux auxquels il s'attend, s'il s'attend à ce que tu sois une personne cis, comment tu dépasses ça. Donc en fait, dans tous les cas, ça, le cis-passing, ça renvoie surtout au fait que socialement, on s'attend d'emblée à ce que la personne qu'on croise soit cis, comme on s'attend à ce que d'emblée la personne qu'on a en face soit hétéro. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de sortie du placard aussi, c'est que en fait le placard, c'est d'estimer que normalement les gens sont cis hétéros, mais qu'il y a des gens particuliers, et qu'on le saura et qu'on le devinera, qui sont pas cis ou qui sont pas hétéros. Mais on ne pense pas que ça peut être quelqu'un de notre entourage qui est là avec nous au supermarché, à la poste. Mais c'est vrai que oui, le passing amène aussi une obligation d'outing, donc de dévoiler sa transidentité aux yeux des gens assez souvent. Enfin, en fait, par rapport à du coup quand on s'y se passe pas, ou du coup t'as aussi l'obligation de t'outer tout le temps pour être bien genré. Après, une fois que tu s'y passes, t'es obligé de t'outer quand du coup t'entames soit des relations intimes, soit que t'es proche avec des gens et du coup t'as envie de parler de toi, et t'as toujours en fait du coup cette sorte de barrière où t'es obligé de la franchir pour entamer quelque chose de concret avec les gens, que tu s'y passes ou que tu s'y passes pas, t'es toujours obligé
de dire que t'es trans parce que sinon les gens ne présumeront jamais que t'es trans. Puis ça dépend vachement des gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous, moi je vois, ne serait-ce que les enfants, ils n'ont pas du tout ils n'ont pas encore appris les mêmes manières de genrer que nous, donc ils voient, je veux dire, ils n'ont pas forcément appris à genrer les gens, donc ils peuvent très bien déjà ne pas présumer du genre aussi facilement des gens, et du coup aussi accepter très bien qu'on leur dise quelque chose, genre ah ok d'accord, t'es un mec, t'es une meuf, ok bon. Voilà, y a pas Ils présument beaucoup moins. Mais je veux dire, du coup, ils identifient beaucoup moins certains indices. Ça dépend vachement des personnes aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire, tiens, cette personne s'y se passe en permanence. Oui, c'est très subjectif aussi, ça dépend du milieu dans lequel t'es. Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend le genrement. De toute façon, je pense qu'on ne le construit pas forcément de la même manière, chacune non plus. Et aussi, donc, on sait que les cis hétéros sont transphobes, mais il y a aussi la transphobie de la part de la communauté LGBTQI. On en avait parlé un peu Sohan. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler, parce qu'on n'imagine pas du tout que en tout cas d'un point de vue extérieur, hétéro que je suis et cis que je suis aussi, je m'imaginais absolument pas de la transphobie de la part en fait forcément, parce que c'est des oppressions différentes. Une personne homosexuelle va subir des oppressions qui sont pas les mêmes que celles que va subir une personne trans, même si encore une fois c'est toujours lié au genre, au patriarcat et tout. Enfin, je pense pas que c'est plus que dans le milieu cis hétéro. Juste effectivement ça peut être surprenant de se dire il y en a aussi dans le milieu gay cis. Mais c'est rien de plus, c'est juste encore une fois une culture des organes génitaux comme définissant notre genre, et une culture de besoin de cet organe génital pour avoir une relation sexuelle par exemple. Mais je pense pas que ça se ressent plus dans le milieu gay que dans le milieu hétéro en fait. C'est juste que effectivement oui, ça peut être, c'est censé être la même communauté, mais en fait non. C'est ça, je veux dire, moi par exemple je me sens pas forcément dans la communauté gay, je me sens dans la communauté trans avant tout, parce que c'est des oppressions différentes et c'est des expériences différentes. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a il y a des tas de discours qui sont de plus en plus apparus aussi, du fait... parce qu'il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que à la base, c'est des luttes qui sont à peu près parties ensemble. Je veux dire, les premières Pride, c'était des meufs trans qu'en étaient pour beaucoup à l'origine. Et c'est des mouvements qui sont nés parce que c'était des personnes qui étaient psychiatrisées, c'était des personnes qui étaient jugées comme déviantes et qui étaient punies pénalement pour ça, toutes. Mais après ça, quand il y a eu des questions d'accès aux droits, ce qui s'est passé, c'est que l'État a aussi... comme il y a eu beaucoup de mouvements sociaux qui ont été tués comme ça aussi, de toute façon, mais à un moment de faire accéder une partie de la communauté à certains droits et de dire, vous, voilà, vous avez le droit de vous marier, vous avez le droit de vivre des vies normales. Si vous êtes assez bourgeois, blanc, cisgenre, et vous allez pouvoir accéder aux droits qu'il faut, et ça a créé aussi des divisions, c'est-à-dire que t'as beaucoup de mouvements qui, à la base, tout le mouvement queer aux États-Unis, que ici on pourrait résumer aussi au mouvement transpédéguine, qui sont vraiment plus des mouvements radicaux et qui essayent de mêler un peu tout. ACT UP, ils étaient beaucoup dans cette mouvance-là aussi, c'est-à-dire qu'ACT UP, ils ont depuis toujours, je crois que c'était les premiers aussi à avoir une division spéciale sur les droits des personnes trans et tout, par rapport à la question du coup de la santé sexuelle et du sida. Mais c'est beaucoup de mouvements qui se sont retrouvés divisés parce qu'en fait finalement il y avait des personnes qui accédaient à des positions de privilège total, et du coup se battre pour des personnes minoritaires qui restent vulnérabilisées, etc., ça vient aussi... c'est prendre le risque aussi, toi, de remettre en question les privilèges que tu as acquis pendant tous ces temps-là, et du coup d'estimer que c'est plus une question prioritaire. Et il y a beaucoup de discours qui existaient déjà avant aussi, mais justement sous des aspects féministes, qui viennent dire que les personnes trans, en fait, par exemple, si tu as donc une meuf trans qui était assignée homme à la naissance et qui, du coup, je sais pas, avait plutôt des relations avec les hommes avant, dire que, en fait, si elle transitionne, c'est pour devenir hétéro. Oui, pour accéder aux privilèges hétéros. Pour accéder aux privilèges hétéros, et du coup, c'est effacer
l'homosexualité, que ce serait un danger pour l'homosexualité, et à l'inverse, c'est-à-dire qu'une meuf trans qui aime les femmes, on va dire, en fait, c'est juste un mec qui a transitionné pour pouvoir en fait pécho des meufs sans que ça lui soit reproché, parce que du coup, maintenant, il est lesbienne, donc c'est bien, quoi. Bon, ça marche pas comme ça. Mais t'as aussi une bonne part d'instrumentalisation qui vient diviser en fait tous ces mouvements-là, et qui vient aussi récupérer moi je pense qu'il y a beaucoup de questions liées à... Il y a Sam Boursier qui en parle dans un livre qu'il a sorti qui s'appelle Homo Incorporated, sous-titré Le triangle rose ou la licorne qui pète, je sais plus ce que c'est, bref. Et qui parle aussi de tout ce mouvement en fait, dans le même temps que ce qu'on disait tout à l'heure sur les mouvements féministes mainstream, en fait, de fémo-nationalisme, d'homo-nationalisme, qui vient en fait dire voilà, l'État vous protège, vous avez accédé à ces privilèges-là, et qui en fait vient aussi saquer en même temps le mouvement derrière, c'est-à-dire que voilà, on a sélectionner quelques personnes qui s'en sortent pas mal. Du coup, normalement, les autres, on n'a plus besoin d'y penser, quoi. Et on n'y pensera Parce plus. que justement, en ce moment, il y a la lutte pour l'accès à la PMA pour les couples de femmes lesbiennes, mais du coup, on n'entend pas du tout parler justement de l'accès à la PMA pour les hommes trans également. Non, nous ne faisons pas partie du projet de loi, effectivement. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire ou à dire là-dessus. C'est juste qu'effectivement, c'est encore une fois ignorer et invisibiliser nos expériences à nous, nos vécus à nous. Voilà, en fait, oui, un homme trans qui a fait son changement d'état civil n'aura pas accès à la PMA avec la loi en tant que telle, là, comme elle est formulée. Il risque d'y avoir un gros vide juridique là-dessus, c'est-à-dire que si t'es un mec trans qui soit en couple avec un autre mec trans, ou avec une femme cisgenre, qui veut avoir recours à la PMA, on risque en fait de te regarder avec des grands yeux et de pas pouvoir le faire. Mais oui, voilà, même sans changement d'état civil, à mon avis, c'est très compliqué quand même d'y accéder. Sur la loi de bioéthique, il y a beaucoup de problèmes de toute façon, c'est-à-dire que même pour les couples de femmes, pour l'accès à la PMA, en fait, la filiation va être différenciée dans tous les cas, c'est-à-dire que ce sera marqué sur l'état civil que l'enfant est né de PMA. Donc en fait, créer des stigmates aussi pour les enfants. Ils vont l'enlever, ça, je crois. Et il y a aussi un gros vide juridique sur la question de l'intersexuation, c'est-à-dire que tous les maltraitements. Merci. Toute la maltraitance qui est faite au niveau médical et étatique, justement, des personnes intersexes, c'est absolument pas traité dans la loi, où il n'y a pas du tout d'envie de changer ça. Donc de toute façon, je pense que cette loi, c'est beaucoup plus de la poudre aux yeux et de la bonne com, de justement, encore une fois, un truc un peu homo-nationaliste, et de pinkwashing, quoi, de dire regardez, on s'intéresse à vous, quand derrière, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de volonté de changer les choses dans le fond. Et Swan, tu as beaucoup parlé de justement la transphobie qu'il y avait sur les applis de rencontres, ouais. Et notamment dans les rencontres que tu as pu faire sur les applis de rencontres. Est-ce que justement tu peux en parler un peu de ce que tu as pu vivre? Oui, en fait c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un milieu, le milieu des rencontres comme ça, qui est très basé aussi sur la culture du sexe et de l'organe génital quand on est une personne trans. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo de Tétu, en fait, qu'il va y avoir, encore une fois, on va être... Par exemple, moi, si je fais le choix de dire que je suis trans, donc de briser tout ce que je cherche à construire, le cispassing, machin, parce que je sais que je suis là pour avoir des relations intimes, je vais m'exposer forcément à de la transphobie directe de la part des gens qui, majoritairement, vont venir me parler de mes organes génitaux directement, juste en mode « qu'est-ce que t'as entre les jambes ?» ou des questions sur ma transition, et jamais chercher à avoir autre chose qu'une personne trans, en fait. C'est ça, c'est que... Mais ça rejoint toutes les questions qu'on a dit sur le cispassing, c'est que si tu choisis de dire que t'es trans, tu vas être que trans. Alors que si tu choisis de pas le dire, tu vas être autre chose d'abord, puis une fois que tu vas dire que t'es trans, tu vas re-être que trans. Donc c'est aussi cette ambivalence-là où moi j'étais en mode est-ce que du coup je m'affiche en tant que trans direct ou pas. Puis il y avait aussi une expérience, tu m'avais dit que tu datais une fille et que du coup à partir du moment où tu lui avais dit que t'étais un mec trans, elle t'avait en fait féminisé et vu comme une meuf masculine en fait. Oui. Bon, désolé à la personne concernée. Je sais pas si ça te dérange d'en parler, mais... non, elle savait que j'étais un mec trans, c'était une personne, une meuf lesbienne.
et qui effectivement a pourtant été attiré par moi, donc voilà, et qui effectivement me mégenrait, donc me parlait au féminin malgré tous mes efforts de cispassing. Oui, donc effectivement il y a ça aussi, c'est qu'il y a une fétichisation, je pense, des personnes, des mecs trans, parfois par les femmes lesbiennes, parce que on cherche en nous des trucs féminins. Enfin, moi j'avais expliqué ça comme ça, c'est qu'en fait elle avait, comme j'étais trans, elle avait réussi à choper des trucs en moi qui lui rappelaient la féminité. Et du coup, ça la faisait me mégenrer, j'imagine. Après, c'est mon analyse personnelle, mais voilà. Sur toutes ces questions-là de rencontres et tout, et sur le fait de s'outer, du fait que justement, c'est aussi ce qui amène à beaucoup de violence, et par exemple sur les meufs trans qui du coup relationnent aussi avec des mecs cis hétéros, il y a un gros phénomène aussi justement de violence, c'est-à-dire que si t'es une meuf trans qui s'y se passe plutôt dans la vie de tous les jours, qui va dater un mec cis hétéro régulièrement, ou alors que tu vas, je sais pas, en soirée choper un mec, parce que ça nous arrive aussi, et et que en fait au moment où tu veux lui dire, justement parce que il y a cet a priori que cette meuf là est forcément cis, et va pas se le formuler comme ça dans sa tête, mais il y a quand même cet a priori là que forcément cette personne est cis, et si elle était trans je le saurais, ou si elle était trans elle me le dirait. Alors que du coup tu dis pas forcément, quand t'es cis, tu déclares pas à tout va ce qu'il y a dans ta culotte. Oui, on leur doit pas de leur donner cette info. En fait, tu vois où tu veux en venir, j'ai l'impression que du coup quand tu t'outes auprès de cette personne-là, ça met sa masculinité en insécurité. Et ça t'expose à des violences, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a énormément de meurtres, et parfois pas des meurtres, ça va pas jusqu'au meurtre, mais en tout cas des violences qui sont commises sur des meufs trans, qui sont des violences misogynes, puisque c'est aussi lié à l'objectification de leur corps et à la fétichisation. C'est-à-dire que il y a une réaction masculine derrière, voilà, de mise en danger de sa propre virilité, de sa propre hétérosexualité, qui va causer des violences, qui va faire que tu vas te retrouver étranglé dans un coin de rue, à 2 pas d'une boîte de nuit, ou que tu vas te retrouver tapé, ou que tu vas te retrouver insulté ou craché dessus. C'est du vécu, voilà. Et que tu vas peut-être finir par en mourir. Et aux États-Unis, c'est légal dans certains États, par exemple, il y a ce qu'on appelle la trans panic, c'est-à-dire que tu as le droit de paniquer parce que ton partenaire ou ta partenaire est trans, et que du coup ça t'a poussé à être violent, mais c'est pas grave parce qu'en fait t'as juste paniqué. C'est un argument recevable en tribunal dans une majorité d'États aux États-Unis. Ouais, il y a aussi cette part de fétichisation, que ce soit par exemple, tu peux être aussi une meuf trans fétichisée par un mec hétéro qui va en fait voir en toi l'espèce de genre le meilleur des deux sexes, tu vois, c'est-à-dire qu'il va en même temps il va pouvoir tranquillement dater une meuf, et en même temps c'est cool parce que elle a une bite, et du coup lui il est super content de découvrir ce que c'est qu'une femme à bite. Et du coup t'as toujours ce truc où à la fois t'as soit peur du rejet, soit peur de justement d'être en fait encore une fois un objet d'intérêt, quoi. Parce que t'es pas normal en fait dans tous les cas. Vous êtes toi Pomme, toi tu es autrice et dramaturge et comédienne aussi, et toi Swan, toi tu fais tu es comédien, et justement il y a des représentations dans le cinéma parfois de personnes trans, et j'imagine que cette représentation là est faussée puisque c'est faite par des personnes cis, et donc ça renvoie toujours à cette fétichisation des corps en fait. C'est majoritairement faussé parce que c'est majoritairement fait par les personnes cis et interprété par des comédiens et comédiennes cis. Par exemple, une femme trans va être jouée par un comédien, un mec comédien cis, et inversement. Et forcément, ça amène jamais une représentation juste de nos identités, puisque on joue pas une identité qui n'est pas la nôtre. Enfin, on va jamais demander à un homme cis de jouer une femme cis. Donc pourquoi on demanderait à un homme cis de jouer une femme trans ? On ne sait pas. mais du coup, je pense que voilà, il y a vraiment un truc de bon, en même temps, quelle personne trans va accepter de jouer un rôle dans un film transphobe ? Je ne sais pas, mais enfin, il y a un problème, par exemple, comme on a vu dans Girls, en fait, ils avaient besoin d'un homme pour, au final, bien s'amuser sur voilà, l'idée du corps, de la bite et tout. Et voilà, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là
qui n'est pas réglé, qui doit commencer à être réglé, qui commence à être discuté et tout, mais c'est vrai qu'il y a majoritairement des représentations de personnes trans où les réalisateurs, réalisatrices font des films sur la transidentité. Sur la transition on va jamais inclure un personnage trans pour raconter une histoire autre que ça, ou un personnage trans juste parce que dans la vie il y a des personnes trans, donc dans les films il peut y en avoir aussi sans parler de ça. Ça n'existe pas. Et voilà, donc je pense que c'est ça le problème aussi. Ouais, il y a plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement à la fois, c'est ce que tu disais, il y a cette emphase sur la transition, c'est-à-dire qu'en fait ce qui intéresse les gens par rapport aux personnes trans, c'est l'idée de transidentité, et du coup c'est la transition. C'est pour ça qu'il y a plein effectivement de comédiens hommes cis qui font jouer des meufs trans et des comédiennes femmes cis qui vont jouer des mecs trans, c'est-à-dire qu'on va toujours appuyer sur ce moment-là, et il y a ce côté très spectaculaire de la transformation qui est mis en avant. Et à ça, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème de ce que ça a comme conséquence, parce que la conséquence, c'est en fait de te réduire à cette idée-là et à ce côté spectaculaire et fascinant ou dérangeant, mais dans tous les cas particulier, quoi. Donc, avec toutes les conséquences qu'on a déjà un peu dites en fait avant. Et il y a des conséquences aussi économiques, c'est-à-dire qu'à côté, si tu as besoin des personnes trans que quand tu veux souligner le fait qu'elles sont trans, t'as quoi comme taf quand t'es acteur trans, quand t'es actrice trans? T'as les rôles qui te restent, qui sont déjà pas nombreux, et les rôles qui te restent, c'est encore pas toujours les meilleurs rôles non plus, quoi. Ça peut être pour souligner genre spécifiquement pourquoi t'es trans, parler de toi. Et ça se retrouve au cinéma, ça se retrouve à la télé, ça se retrouve partout en fait. Je parlais de Julia Serrano tout à l'heure, je vais en reparler, mais parce qu'il y a ce double effet où en fait t'as la question des mecs trans qui est à peu près invisibilisée, c'est-à-dire que la transition femme vers homme, comme on dit, elle intéresse pas beaucoup, parce que finalement montrer que la masculinité s'est construite, c'est pas très intéressant. Par contre, les meufs trans, quand on pense trans, on pense quand même beaucoup aux meufs trans. Et ça, c'est toujours beaucoup montré, et beaucoup montré de manière assez abjecte, c'est-à-dire que tu as ce double tranchant. Julia Serrano, elle le dit, c'est-à-dire que c'est soit la meuf trans usurpatrice, c'est-à-dire qui se fait tellement bien passer pour une femme que à un moment tu vas découvrir que c'était un piège, en fait c'est pas une vraie femme. Ou alors t'as la meuf trans pathétique, c'est-à-dire que elle veut tellement bien essayer de faire la femme, mais en fait elle n'y arrive pas et c'est ridicule, et tu vois bien en fait que c'est pas une meuf. Et t'as toujours ce côté aussi, voilà, de montrer tous les artifices de la féminité, c'est-à-dire que soit cette féminité c'est un piège, soit de toute façon cette féminité elle est inatteignable parce que c'est beaucoup trop d'artifices posés sur soi. Et c'est pour ça qu'il y a encore une fois des questions très liées au genre, c'est-à-dire que dans les représentations qu'on a, de toute façon, une femme peut pas devenir un homme, parce que si la masculinité s'était construite, ça se saurait. Et un homme qui devient une femme, donc là j'utilise des termes bien connotés encore une fois pour qu'on comprenne, un homme qui devient une femme, c'est dégueulasse de toute façon, parce que ça le réduit à un danger, ou alors à de toute façon à un truc ridicule. Et puis pour revenir sur les comédiens cis qui jouent des personnes trans, donc par exemple un homme qui va jouer une femme, ça va encore ramener l'idée qu'une femme trans est un homme travesti, puisqu'en fait ce comédien va juste se travestir pour faire un rôle, alors que l'identité trans c'est pas ça, quoi. Et ça t'ancre dans cette espèce d'entre-deux, et c'est juste quelqu'un en transformation. Sur Girl, il y a juste un article qui est pas mal, qui en parle aussi de ce film horrible, c'est sur un site qui s'appelle genreécran.net. Voilà, genreécran.net, et Girl, Lucas Don, on trouve facilement. Voilà. Et un site aussi pas mal, très bien, pardon. Après, j'ai terminé. Qui s'appelle l'Observatoire des transidentités, et qui est un site de chercheuses qui s'appelle Maudius Thomas, Karine Solène Espinera et Héloïse Guimin-Fati, qui qui sont des chercheuses et qui du coup tendent à valoriser les études trans, c'est-à-dire des études menées par des personnes trans sur les questions qui les concernent, et qui parlent beaucoup. Karine Espinera, elle a fait beaucoup de choses sur les médias,
Et donc elle parle beaucoup notamment du traitement médiatique de ces questions-là. Et justement, les films qui traitent de la question trans, entre guillemets, ça s'appuie toujours sur la transition. On a l'impression que la transition, c'est un profond mal-être, en fait. Et enfin, vraiment. Oui, il y a ça aussi, c'est que ça les fait un peu kiffer d'imaginer que la transidentité, c'est aller mal, c'est... la torture, c'est un poète parce qu'on est mal dans notre torturé. corps. Ouais, voilà, comme dans Girl, en fait. C'est, genre, la transidentité est forcément synonyme de mal-être. Et notre mal-être est forcément causé par la transidentité. Il y a toujours ça, en fait. Alors que être trans, c'est pas quelque chose de mauvais ou quelque chose qui nous rend malheureux. Enfin, c'est juste ce qui pose problème dans la vie d'une personne trans, ça va être la transphobie C'est ça, et ça tout va ce être dont nous. on a parlé depuis le début. Mais voilà. En fait, s'il y a souffrance, s'il y a problème, c'est des questions politiques, mais c'est aussi les questions qu'on n'a pas envie de poser, en fait. C'est-à-dire que cette question de mal-être individuel, ça vient aussi de toute l'image pathologique qu'on a et du fait que déjà de base, la manière dont ça a été présenté, la transidentité, c'est à travers la pathologie, c'est-à-dire que ça a été posé comme une maladie et qu'il y a toujours cette idée qui reste ancrée qu'en fait c'est des personnes qui se sentent pas bien dans leur peau, pas bien dans leur corps et qui doivent être aidées et que derrière en fait ces problèmes-là ne viennent pas des injonctions qu'on a sur le genre, des images qu'on renvoie à des personnes trans, que ça vient pas des soucis familiaux, que ça vient pas des soucis professionnels, que ça vient pas des soucis financiers. Et tout ça, c'est complètement éludé dans un truc très individualisé et psychologisant de ce mal-être que tu porterais en toi par essence. Et justement, toi, Pomme, t'essayes un peu de faire bouger les choses à ton échelle. T'as monté justement ta troupe de théâtre en non-mixité trans, dont Swan fait partie. Quel changement on a apporté au cinéma, au théâtre et dans l'art en général pour visibiliser les personnes trans? Alors moi, sur la question de la visibilisation, justement, c'est pas tant... Parce qu'encore une fois, la question de la visibilité, pour moi, c'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire que la visibilité, de toute façon, elle est là. Dans les années 50, 60, quand il y avait des cabarets, c'était de la visibilité aussi. Tout dépend de ce que t'en fais, en fait, de la visibilité. C'est-à-dire que, pour moi, la question est pas tant être visible que de changer. Avant de chercher à se rendre visible, la question qu'on doit se poser, c'est comment on rattrape de la dignité. Et cette dignité-là, on va la rattraper aussi politiquement. Donc dans l'art, pour moi, il y a aussi beaucoup d'humilité à avoir, dans le sens, c'est pas parce que d'un coup on va être dit trans sur scène que ça va changer les choses. Il y a aussi de quoi on parle, de qui on parle et ce qu'on transmet. Moi, la première volonté que j'avais en faisant une troupe en non-mixité trans, c'était d'abord pour moi. C'est-à-dire que c'était aussi un moment avec qui je vais me sentir à l'aise de jouer, surtout dans une période où moi, simplement, je savais qu'il y avait des choses dont je pouvais pas parler avec les gens avec qui je jouais, alors que pour moi, le théâtre, c'est d'abord avant tout ouais, c'est ça, puis un lieu d'expression. T'as ton corps qui est exposé aussi, donc t'as aussi cette question de comment gérer mon rapport à mon corps qui est déjà assez compliqué comme ça, et comment je pourrais pas justement trouver un espace où en fait on n'a pas ce problème-là, parce que d'emblée on va avoir conscience aussi de ces difficultés-là qu'on a chacune. Et après derrière, par rapport à ce qu'on peut changer et ce qu'on peut faire, y avait cette question de moi, ce que j'observe par exemple dans le théâtre, on va parler du Festival d'Avignon par exemple d'Olivier Py, mais c'est et donc pareil, il y a un article d'ailleurs sur l'Observatoire des transidentités qui en parle un petit peu du Festival d'Avignon, puisque c'était pas cette année mais l'année dernière ils avaient fait un festival sur le genre, qui était d'abord annoncé comme un festival sur le transgenre, entre guillemets. Et en fait, ce que j'observe, et je pense que c'est pas le seul sujet, puisque 2 ans avant, oui c'est ça, c'était, le thème c'était l'Afrique, et il y avait genre aucun metteur en scène africain qui était invité. Là, c'était à peu près la même histoire. C'est-à-dire qu'il y avait Fia Ménard, qui est la seule metteuse en scène trans un peu connue aujourd'hui. Mais après, il y avait des volontés politiques, en tout cas dites comme telles, qui clairement en fait n'avaient pas l'air d'être importantes à la fin, puisque
Il y avait déjà des petits problèmes de communication au tout début sur l'emploi de certains termes. Il y a des associations, des chercheuses qui avaient contacté le festival pour dire ça va pas, peut-être que si, puisque vous avez l'intention d'organiser des débats, peut-être que nous on pourrait venir. On leur a jamais répondu. Et l'idée, je pense, c'était plus de se faire mousser son petit ego, parce que les artistes qui étaient présents dans la sélection du festival, c'était essentiellement des mecs cis, blancs. Enfin, on va pas énumérer à chaque fois toutes leurs qualités, mais genre la même clique, quoi. À chaque fois, de potes d'Olivier Py, de gens bien installés dans le théâtre public qui, en fait, abordent des sujets politiques avec beaucoup de fantasmes et de moralisme, c'est-à-dire qu'à un moment tu vas te dire moi je suis quelqu'un de génial et d'héroïque parce que j'arrive sur scène pour parler d'un sujet hyper transgressif et qui va faire évoluer les mentalités et qui va et voilà, et moi je vais changer le monde là sur scène parce que j'ai écrit un super texte hyper empathique et que je comprends ces gens-là, mais que derrière t'as aucun appui vraiment concret dans ce que tu racontes et que tu viens juste pour te montrer toi, et qu'en fait, si tu veux vraiment changer les choses, c'est pas sur scène que ça se passe. Sur scène, on est là pour raconter des histoires, on est là pour transmettre les récits d'autres gens, de nous, mais on va pas changer les choses, en fait. Moi, l'objectif avec cette troupe-là, c'est éventuellement de dire qu'on veut un théâtre qui sorte aussi des salles habituelles, qui sorte de l'entre-soi, on fait des pièces entre nous pour les mêmes gens qui viennent nous voir et qui applaudissent à la fin et ils sont contents parce qu'ils se sont dit ah tiens, j'ai passé un moment où je me suis vachement déconstruit et je vais en sortir et maintenant je suis une bonne personne parce que je m'intéresse à ces sujets-là. Non, nous on veut proposer un théâtre qui sorte de ces lieux-là, qui aille vers des gens qui vont pas forcément au théâtre, qui n'en font pas forcément, qui montrent des corps qui sont pas forcément au théâtre, et qu'on ait aussi cette responsabilité de dire nous on vient pas faire la révolution sur scène, mais on peut vous parler de ce qui se passe en dehors. On peut vous parler des gens qui luttent vraiment dehors. On peut vous parler de politique. On peut vous parler de social. Et votre devoir, après vous, en tant que spectateur, c'est de vous y intéresser plus loin que ce qui se passe sur la scène, en fait. Et de pas juste vous satisfaire de « je suis venu, j'ai consommé mon petit spectacle, je suis content, maintenant je suis une bonne personne, je vais rentrer chez moi et garer ma limousine dans mon jardin et puis manger mon steak tartare et demain j'irai beaucoup mieux parce que je suis une bonne personne. » Et toi, Swan, t'es comédien et tu passes des castings. Ouais. Tu peux parler un peu de ton expérience. Est-ce que justement, comment ça se passe les castings? Maintenant que je s'y passe, ça se passe mieux. On revient à la question. Mais voilà, c'est aussi du coup lié à ce choix de se conformer un peu, on va dire. Mais c'est vrai que passer des castings en tant que personne trans, en étant out en tant que personne trans, c'est compliqué, voire impossible. Dans le sens où, par exemple, en début de transition, quand tu s'y passe pas, je parle de moi, mon expérience, je sais que j'avais fait la demande du coup de passer pour des rôles de mecs parce que je disais je suis un mec donc pourquoi je jouerais des rôles de meuf, et on m'avait répondu par exemple non mais à la télé ils veulent pas de trans, laisse tomber, peut-être à la limite dans un petit film indépendant, pourquoi pas, mais sinon non franchement ils voudront pas et tout. Et donc t'as aussi un truc de du coup tu sais plus ce que tu fais quoi en tant que comédien trans si je transitionne pas, du coup, en fait, je joue quoi? Est-ce que je joue des meufs alors que ça me fait mal de jouer des meufs et que je suis pas une meuf, donc pourquoi je jouerais ça? Ou est-ce que je cherche encore à jouer des mecs alors qu'à chaque fois je me prends des réactions transphobes de la part des dires de cast ou des réals? Donc j'étais aussi dans cette position où, en tout cas, moi j'avais l'impression que je pouvais pas travailler en fait. En tant que personne trans qui s'y se passe pas, je peux pas avoir de travail en fait. Et voilà, maintenant forcément, avec du cispassing, ça se passe très bien parce que je fais le choix du coup de pas le dire. Parce que je sais que si je le dis avant d'avoir un rôle, je l'ai pas. Dans la majeure partie du temps, c'est quand même compliqué parce que je me dis que forcément, il va y avoir une projection sur moi d'une féminité, encore une fois, parce que les gens vont chercher à percevoir ça chez les personnes trans, ils vont chercher à percevoir la féminité chez un mec trans et la masculinité chez une meuf trans pour essayer de déceler ce qu'il y a derrière, quoi. Et du coup, forcément, si je le dis, je m'expose à ça et je m'expose à, du coup, non, il sera pas capable de jouer un homme. Et donc voilà, moi je fais le choix de ne pas le dire dans le cadre professionnel en tout cas, sauf pour des rôles de personnes trans.
Mais voilà, c'est aussi dommage en fait de se dire du coup, en tant que personne trans, il faut que je le cache si je veux jouer une personne cis, quoi. Et justement, ça, les lignes bougent un peu dans le recrutement de personnes trans dans les castings ou pas du tout? Je suis pas là depuis assez longtemps pour le dire. Moi, ça fait seulement 1 an et demi que je passe vraiment des castings et tout. Donc, je sais pas quelle évolution il y a pu avoir. J'ai l'impression qu'il y a quelques rôles de personnes trans qui sont joués par des personnes trans ou quelques castings qui passent où effectivement on demande uniquement des personnes trans pour jouer des personnes trans, mais encore une fois, quel rôle? On sait pas. Il y a eu, je sais pas, moi j'ai un seul exemple. Il y a eu dans Les Engagés Adrienne de la Vega qui a joué un homme trans. Voilà, il y a eu aussi Jonas Van Hamet dans Plus belle la vie, mais encore une fois, c'est très rare et très anecdotique ce genre de rôle. Et on va plus penser aux acteurs et actrices trans quand il y a des rôles de trans. De trans, c'est ça. Je veux dire, écrits comme tels, que pour d'autres rôles où le personnage n'est pas forcément décrit comme étant une personne trans, mais je veux dire, ça pourrait très bien l'être, ou même sans l'être, ça pourrait très bien être quelqu'un qui est trans qui le joue et on ne le sait pas non plus. Mais c'est comme dans beaucoup de choses par rapport au jeu, c'est-à-dire que c'est l'a priori d'un rôle qui n'est pas écrit comme trans ou qui n'est pas écrit comme noir ou qui n'est pas écrit, c'est que l'acteur va devoir être cis, blanc, etc. Et si tu veux trouver vraiment du taf, et dans ce cas-là, tu vas sur les annonces spécialisées. C'est ça, c'est-à-dire que les cis peuvent tout jouer. Oui, on estime que par exemple une personne cis qui joue une personne trans, ça va être génial, ça va être une performance, ça va être un rôle à Oscar. Par contre, une personne trans, on va pas pouvoir l'envisager jouer autre chose qu'une personne trans. On arrive un peu à la fin de notre discussion, je pense. Moi, je voudrais savoir quelques dates, peut-être, pour le manifeste de Pirates. Est-ce que vous avez joué la première fois alors, j'ai plus le nom. On a joué au Théâtre du Rond-Point en avril. Ouais. Sachant que c'était dans le cadre, juste pour expliquer aussi un petit peu, nous, on fait nos études en conservatoire d'arrondissement à Paris, et il y avait un concours qui permettait de jouer donc une forme de 15 minutes parmi 8 projets. Donc au Théâtre du Rond-Point en avril et à la Maison des pratiques artistiques amateurs à Saint-Germain-des-Prés en septembre, donc ça arrive. Et c'est à partir de cette forme de 15 minutes qu'on construit là un spectacle d'1 heure, en fait. Ce qui était déjà un projet un peu au début, mais c'était pas mal aussi de jouer d'abord quelque part un truc de 15 minutes pour que les gens se disent « Hey, ça a l'air cool, on a envie de les suivre ». Et puis normalement, là on a fait une résidence à la Maison Ouverte à Montreuil, qui est un très chouette lieu, que j'invite à connaître, où normalement on fait une restitution, à voir si c'est le produit final entre guillemets, mais ce sera peut-être seulement une étape de travail. Début novembre, on n'a pas de date encore exactement arrêtée, peut-être samedi 16, mais plus d'informations plus tard sur les réseaux sociaux sans doute. On peut aussi peut-être citer les autres acteurs et actrices de la troupe pour faire un peu de promo. Ouais. Il y a Blaise Druet, donc, qui pareil faisait partie du projet de base en conservatoire, qui est un super acteur, mais je vais pas le dire pour chacune, sinon ce serait trop long. Ils sont super, c'est ma troupe. Ouais. Que vous pouvez suivre. Est-ce qu'on donne leurs Instagram? Vas-y. Vous pouvez suivre sur Instagram The Blazing Boy. Voilà. Sinon, il y a Claude Emmanuel aussi. Claude Emmanuel Gajan-Moll. Claude Emmanuel Gajan-Moll qui a joué dans le Climax de Gaspard Noé. Juste pour le dire. Et qui a joué aussi, qui a eu un petit rôle dans Les Engagés aussi également. Ouais. On a pu aussi l'avoir dans le clip d'Angèle. Oui, exactement. Elle est partout. Tout à fait. Elle est partout. Et que du coup, pareil, vous pouvez suivre sur Instagram. Claude.Emmanuel. Claude.Emmanuel, voilà. Puis il y a plein d'autres gens super dedans. Il y a Lou Ménard. Lou Ménard, je crois, c'est ça, qui m'assiste à la mise en scène, qui est une très très bonne metteuse en scène, et c'est très bien de la voir et de pas être seule pour ça. Il y a un scénographe, Ryan Segala, il y a c'est ça, hein, Tadeo Escalente qui s'occupe de tout ce qui est vidéo, lumière. Voilà, donc il y a quand même pas mal de monde sur le projet. Alex Bécu qui fait la communication. Ouais. Est-ce qu'on a cité tout le monde? Oui, enfin voilà. Il y a pas mal de monde dans cette petite troupe qui commence à grandir, donc c'est chouette. Eh ben, merci à vous deux.
d'être venu nous parler de plein de sujets. Oui. Juste simplement, juste pour dire, moi, je sais qu'on en avait parlé en amont de l'émission, mais c'est toujours un peu compliqué de venir soit, je veux dire, ni Sohan ni moi sommes vraiment formés à cet exercice-là de parler de sujets politiques, parce qu'en fait, on n'est ni chercheur, ni vraiment membre d'organisations militantes. Je sais que du coup, c'était assez compliqué d'organiser l'émission et d'inviter les personnes qui étaient peut-être plus propices à parler de certains trucs. C'est pour ça que j'essaie aussi beaucoup de mettre de référence cette citation. Mais si je peux donner simplement un livre, parce qu'au début on parlait beaucoup des idées reçues, il y a un livre qui est pas mal, qui s'appelle, de manière volontairement provocatrice, Changer de sexe, identité transsexuelle, de deux autrices qui sont elles-mêmes trans, Alexandra Hoxt-Merel et Stéphanie Nico. Si ça peut commencer à faire votre parcours de déconstruction d'idées reçues pour que ce soit pas à nous de le faire, ça peut être pas mal. Voilà. Et ben voilà, merci à vous deux. J'espère que ça sera pas la dernière émission sur ce sujet, justement, que j'aurai peut-être l'occasion d'inviter des personnes militantes pour parler de l'aspect plus politique de la transidentité, si je peux essayer de dire ce terme. Ouais, les enjeux politiques liés aux personnes trans et au genre en général. Voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve sur l'Alter Ego prochainement. Merci. Bisous.